Alors pour me présenter brièvement, je m'appelle François Durnez, donc je suis consultant, comme ça a été présenté, mais surtout j'ai une passion, c'est de rendre les entreprises excellentes et inspirantes. Alors c'est quoi une entreprise inspirante? En 99, j'ai intégré General Electric. À l'époque, c'était un des plus grands groupes mondiaux. J'ai fait de la direction de projet, des programmes. Et on avait des challenges énormes parce qu'on passait de l'analogique au numérique dans les systèmes médicaux, d'imagerie médicale. Et en fait, on avait un challenge tellement fort que les développeurs, les gens en production industrielle et le service après-vente doutaient énormément qu'on puisse sortir ce produit. Et il y avait une telle dynamique dans l'équipe, et je vais vous donner des éléments dans cette intervention pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place de tels éléments concrets opérationnellement au quotidien, qui ont fait qu'on a sorti le produit en 3 ans, la concurrence l'a fait en 6 ans, et on a gagné 25% de part de marché en 6 mois. Donc, c'était à l'époque une très grande entreprise qui avait déjà énormément d'outils digitaux. On pilotait tous nos projets de manière en fait totalement digitale, avec des KPI, de risques qui suivaient tout, qui réussissait en même temps à être extrêmement flexible au niveau local. Je ne peux pas en parler aujourd'hui, je sais qu'ils sont en difficulté, mais à l'époque, sous l'ère de Jack Welch, il y avait une vraie dynamique dans cette entreprise. Et j'aimerais partager 3 clés. Une première, c'est des concepts. General Electric était référencée comme la meilleure entreprise du monde au niveau de la qualité et au niveau de l'excellence. C'est-à-dire qu'en termes de satisfaction, de customer centric, c'était les premiers qui ont mis ça en place, notamment avec des outils comme le NPS que je vais partager brièvement avec vous. Ensuite, un partage. Parce que là, je peux vous donner des concepts, mais si on ne les partage pas, on les intègre moins. Et enfin, un passage à l'action. Donc ça ne va pas être juste une présentation que je vous propose. Le premier concept que j'aimerais partager, c'est celui du parcours client. Alors je ne vais pas le détailler beaucoup. Mais en fait, le parcours client, c'est l'expérience que vit notre client depuis le tout début, où il entend parler de nous, où même il exprime son besoin, jusqu'à la fin du service et du service après-vente. Or, à l'intérieur de notre entreprise, il circule par plein de personnes différentes et ce n'est pas suivi. Ce que j'ai vu chez General Electric à l'époque, en 2000 déjà, alors on avait moins de clients, ils n'étaient pas aussi nombreux, c'était plutôt des clients médicaux, mais ils étaient suivis non seulement dans le CRM au niveau marketing, mais après tout au long du développement du produit, du projet, et aussi en service après-vente avec des indicateurs très clairs. Donc on suivait client par client quelle était son expérience. Donc ça, c'est un premier outil dont on parle beaucoup, mais est-ce qu'on est capable de suivre l'expérience que vit le client? Pas nous. Nous qui découvrons qu'il y a un problème qui retombe sur nous, c'est pas de chance, mais l'expérience que le client vit du début, où il nourrit des espoirs, où on lui vend quelque chose, jusqu'à la fin, où ses équipes en production vivent l'expérience. Et d'avoir cette perception globale, de nous mettre à la place de l'autre, ce qu'on appelle l'empathie, c'est assez intéressant. Le deuxième outil, c'est celui du NPS. Le NPS, on le voit partout aujourd'hui. Autant en 2000, il était très novateur, il sortait une fois tous les 3 mois. Autant aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui l'utilisent tout le temps. Allez chez Darty, faites un service après-vente, faites un achat, il vous demande. D'ailleurs, le vendeur va vous dire ah, vous allez avoir un questionnaire, mettez bien 8, 9 ou 10. Hein. C'est-à-dire que déjà, il téléguide la réponse. En fait, la question, c'est est-ce que vous me recommanderiez à quelqu'un de proche? Est-ce que vous seriez capable d'engager votre crédibilité à quelqu'un avec qui vous êtes en très grande confiance? Ce n'est pas simple. Surtout dans un environnement français où de mettre une note au-delà de 5, 6, c'est qu'il faut qu'on soit déjà un peu content, de 7, 8, il faut qu'on soit vraiment content, et alors là, 10, jamais. Il ne faut jamais mettre 20 sur 20 à quelqu'un. Donc en fait, à cette question, il y a 3 types de réponses. La première, c'est « je ne suis pas content ». Et on voit les notes. De 1 à 6, je ne suis pas content. Donc je mets 12 sur 20, je ne suis pas content. C'est ce qu'on appelle les détracteurs, ceux qui vont nous nuire. Un détracteur en parle énormément autour de lui. On dit qu'un détracteur génère 9 personnes mécontentes derrière. Donc il faut énormément travailler pour réduire les détracteurs. Ensuite, il y a les notes que j'appelle bof, moyennes, ceux qui disent rien. Et il y a une petite vidéo de Boursorama, qui est un de nos clients, qui est assez intéressante à ce sujet-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé, je vous la montre. Il n'y a rien de pire que d'être moyen. Personne ne parle de ce qui est moyen. Personne ne vous a jamais recommandé un restaurant moyen. Ou un appartement moyen. Personne ne vous a jamais recommandé une voiture moyenne. Ou une destination moyenne. Vous êtes arrivé à votre destination moyenne. Personne.
personne ne recommande ce qui est moyen. Chez Boursorama Banque, près de la moitié de nos nouveaux clients viennent sur les conseils d'un proche. Vous pensez vraiment que c'est parce que nous sommes une banque moyenne? Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Il n'y a rien de pire que d'être moyen. Personne ne parle de ce qui est moyen. Personne ne vous a jamais recommandé un film moyen, un projet moyen, ou une soirée moyenne. Personne ne vous a jamais recommandé un service moyen, ou une voiture moyenne. Personne. Car personne ne recommande ce qui est moyen. Chez Boursorama Banque, près de la moitié de nos nouveaux clients viennent sur les conseils d'un proche. Vous pensez vraiment que c'est parce que nous sommes une banque moyenne? Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Donc c'est ça qu'on veut éviter. Parce que les neutres, ils n'aident pas dans un sens ou dans l'autre. Il faut tout faire pour que les neutres basculent et mettent une note 9 ou 10. Vous imaginez de mettre un 9 ou un 10? Si vous êtes un ambassadeur. Et en fait, le NPS permet de favoriser et de remettre en avant ces personnes-là. À la RATP où je travaille, ils le font chaque semaine. Ils ont du travail, on peut dire, mais ils le font chaque semaine pour identifier comment est-ce qu'on peut avoir derrière la valeur des verbatims qui permettent d'aller plus loin. Donc ça, c'est le deuxième concept. Vous avez déjà mis en place le NPS, mais peut-être qu'on peut le mettre en place plus fréquemment dans chaque copie, à chaque fois qu'on a une interaction avec un client, et le suivre. Ça nous permet de mesurer la satisfaction du client au cours de son parcours. Le troisième concept, c'est celui-là, celui de la symétrie des attentions. Dans la symétrie des attentions, un point de satisfaction client, c'est 2 points de satisfaction des employés. C'est pour ça qu'on parle dans la démarche performance de bien-être des employés et de performance. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, il va mieux réagir quand il y a une crise, quand il y a une question, quand il y a un échange à faire, c'est une évidence. Mais c'est mesuré à ce niveau-là. Donc oui, le baromètre social, l'attention par rapport aux employés, le fait de faire des fêtes, des célébrations, le fait de faire des activités où on est à l'écoute aussi de nos employés, c'est aussi important que d'aller vers l'employé, vers le client. Donc, par rapport à ces 3 concepts que je vous présente, moi j'aimerais qu'on travaille en binôme. Donc on va prendre un binôme à gauche, à droite, on va refaire un deuxième exercice en binôme après, et on va parler d'une expérience où on a vécu une satisfaction client forte. Ça peut durer 1 minute, ça peut être la réussite d'un projet, la livraison en production d'une nouvelle application ou la réponse par rapport à une crise, quoi que ce soit. Et en détail, tiens au fait, qu'est-ce qui a fait que c'était un succès pour nous? Et on partage dans un sens et dans l'autre. On va prendre 6 minutes, 3 minutes dans un sens, 3 minutes dans l'autre, et on va se rappeler, est-ce qu'on a utilisé, par exemple, l'empathie par rapport au parcours client? Est-ce qu'on a utilisé la symétrie des attentions? Comme par hasard, on a réussi à faire une équipe qui était super pour répondre à cette crise ou sur ce projet, jusqu'à ce que le client soit satisfait? Ou est-ce qu'on a quelque part un client qui a accepté de nous recommander? C'est parti, 6 minutes en binôme. C'est quoi pour moi un succès client que j'ai pu vivre il y a une semaine, comme il y a 5 ans, 10 ans? Et quels étaient les critères qui ont fait que c'était un succès? C'est parti. Et pourquoi est-ce qu'on ne partagerait pas ça plus souvent? Souvent on arrive déprimé, il y a encore des problèmes, ça ne va pas, encore des crises, encore des difficultés. Est-ce que ça ne remonterait pas un peu le moral de se dire qu'on a aussi parfois des succès, non pas pour se mettre des lauriers, mais pour donner de l'énergie pour aller plus loin? C'est intéressant de commencer pas que par des flops, mais aussi par des tops. Donc ça, c'est le premier partage que je voulais qu'on vive. Maintenant, j'aimerais aller plus loin. Chez General Electric, qui était un groupe référent dans l'excellence, dans la satisfaction client, mais aussi dans le leadership, ça m'a porté à beaucoup étudier c'est quoi finalement un leader, quelqu'un qui transmet, et on va revenir justement à cette satisfaction client en lien avec le sens du client. En fait, General Electric, moi j'ai eu le coup de foudre pour cette entreprise. On est tous différents. Et l'étape de recrutement a été impressionnante. C'était pas plusieurs entretiens, c'était une demi-journée d'entretien. J'arrive à 9 h, je passe une série d'entretiens qui durent une demi-heure, collectif, individuel. À midi, ils me font visiter le plateau, équivalent de production. Et ils me rappellent à 13 h au déjeuner, ils me disent « Monsieur Durnez, c'est la DRH, j'aimerais vous rencontrer. » Ok, très bien. Je vais dans son bureau, elle me dit « On vous veut. » En fait, ils ont réussi à décider d'un recrutement quand même important, chef de projet à l'époque, en 1 heure.
ils avaient débriefé les 30 CV des personnes qui étaient là et qui faisaient des entretiens individuels et collectifs. Et après, ils m'ont bien rappelé, Monsieur Durnez, attention, hein, on est dans une grande entreprise, il ne faut pas changer de poste tous les 2 ans, il faut attendre 3-4 ans. Ça me va très bien, je suis très content d'être là. Et après, tous les ans, mon chef venait voir en me disant « François, on a besoin de quelqu'un sur ce projet, tu deviens chef de projet, directeur de programme ». En fait, il y avait une adéquation entre mes valeurs et les valeurs de l'entreprise qui était très forte. Et aujourd'hui, il y a quelques années, j'ai revu plusieurs personnes de cette entreprise qui me disent que ça a évolué, l'entreprise a évolué, ou alors ils ont quitté cette entreprise et je leur demande, tiens, dans ton entreprise qui fait 10 000 personnes, qui fait 1000 personnes, est-ce que tu revis la même chose? Et ces gens-là me disent non. Donc quelque part, à l'époque, on a réussi à vivre une entreprise qui était vraiment alignée avec des valeurs et les employés se sentaient vraiment alignés avec les valeurs. Et c'est la question que j'aimerais poser. Le sens du client, pour chacun d'entre nous, c'est quoi? Et pour ça, on va se baser sur un modèle qui est très simple, qui est le modèle du pourquoi, comment, quoi. Je ne vais pas montrer la vidéo. Vous aurez le support en électronique aussi et vous pourrez aller le voir. Quand on part d'un pourquoi qui est fort, en fait, on n'active pas seulement notre tête, mais on active aussi nos tripes. Parce qu'un modèle de leadership qui est très simple pour moi, c'est le modèle des 3 centres. On a 3 systèmes neuronaux qui sont actifs dans notre corps. Notre tête avec les 100 milliards de neurones, mais aussi notre cœur qui génère un champ électromagnétique très fort, plus fort que le champ terrestre à dimension locale, et aussi notre ventre qu'on appelle souvent comme le 2e cerveau, l'intestin, qui lui a plusieurs centaines de millions de neurones. Et quand on fait fonctionner que notre tête, eh ben, le corps a du mal à suivre. Par contre, quand on est aligné vraiment physiologiquement, eh ben, on voit que c'est pas pareil. Et quand on assiste à une conférence, ben, généralement, on n'active que la tête. Par contre, quand on regarde une vidéo, tiens, on active un peu, on ressent quelque chose comme si on plongeait dans la vidéo. Quand on vit une démonstration, quand on vit un partage avec quelqu'un, comme en binôme, comme on vient de faire, tiens, on va un peu plus loin, parce qu'on s'engage. Et quand on agit dans un groupe de discussion, qu'on pratique et qu'on l'explique à d'autres, il y a beaucoup plus de risques, mais aussi beaucoup plus de rétention. Donc c'est le modèle que j'utilise souvent en intervention, en conférence, que je résume ici. C'est que si je fais juste un pitch, je reviens dans une semaine, ce sera oublié. Si on fait partager comme c'est là, vous allez retenir 1 mois. Ça va monter plus haut, mais ça va repartir. Par contre, si on trouve le moyen, sur le sens du client, là, dans les quelques minutes qui nous restent, de trouver une action qui, moi, me parle, que j'ai envie de mettre en place, il y a des chances que ça s'intègre plus, que ce soit plus utile pour moi, pour mon équipe et mon environnement. Et c'est mon objectif, clairement. De passer juste d'activer un centre à activer plus nos 3 centres. Alors allons voir ça. On parle de valeurs. Chez General Electric, il y avait des valeurs. Dans les GAFA, il y a des valeurs. Chez Tessie, il y a des valeurs. Il y a des valeurs qu'on veut promouvoir. Alors tout le monde parle de valeurs et il y a plein d'entreprises qui ont affiché sur leur site internet des valeurs qui ne sont pas incarnées. En fait, il y a une science des valeurs qui est très peu connue, qui existe depuis plus de 3000 ans. Aristote, Socrate, Platon en parlaient à l'époque, qui s'appelle la théologie, qui postule que chaque individu a des valeurs uniques, un système de valeurs uniques. Donc on est tous différents. Ouf. En plus, ce système de valeurs évolue en fonction du temps. Vous avez un événement qui arrive, vous prenez une décision de faire quelque chose de différent dans votre vie, ça active d'autres valeurs. Donc on a tous une échelle de valeurs, comme des empreintes digitales, et on a des valeurs hautes et des valeurs basses. Quand on nourrit nos valeurs hautes, waouh, on est engagé, on est excité, on a envie d'aller de l'avant, ça nous nourrit. Quand on travaille sur nos valeurs basses, on n'est pas motivé. Et comme on est tous différents, et ben quand on cite une valeur, par exemple sens du client, audace, excellence, confiance, ben ça va engager certains et pas forcément d'autres. Or, chez General Electric, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que le recrutement a été fait sur les valeurs. Tous les gens screenent les valeurs des gens en posant des questions sur les comportements. Est-ce que quelque part, par le passé, tu as démontré ce comportement, sous-entendu cette valeur? Et quand la personne ne l'a pas démontré, on sait qu'elle n'est pas en alignement avec les valeurs. Ça ne sert à rien, ça ne l'aide pas de venir dans l'entreprise et ça ne nous aide pas qu'elle vienne. Donc c'est mieux de ne pas l'embaucher. Les processus d'évaluation étaient liés aux valeurs, mais surtout tous les processus de décision hebdomadaires sur les AIC étaient reliés à ces valeurs. Ce qui faisait que le sens du client, ou l'excellence, ou le partage était beaucoup plus fréquent. C'est un peu comme dans Matrix, en fait, les valeurs. On va filtrer le monde avec nos valeurs. Ce qui explique qu'on réagisse différemment. Ça active vraiment notre corps. Et il y a 2 options pour nous et nos collaborateurs. La première, c'est que le sens du client se trouve dans nos top valeurs. Et comme chez General Electric, les valeurs de General Electric, c'était les valeurs de Jack Welch, il est très fortement probable que la valeur sens du client soit la valeur présente chez nos dirigeants, à Tessie. C'est très probable. Par contre, dans l'ensemble de l'entreprise, c'est pas sûr, parce qu'on n'a pas forcément filtré les valeurs quand on embauchait les personnes ou quand on les faisait évoluer. Donc c'est possible que pour certaines personnes,
Le sens du client se retrouve dans les bottom valeurs, en bas. Et comment ça se traduit? On lui dit « occupe-toi du client » et la personne dit oui de la tête, mais son corps fait le contraire. Comme par exemple, travailler avec mon équipe, développer de la technique, me passionner là-dedans. Parce qu'il a des valeurs différentes et qu'on ne l'a pas aidé à faire le travail entre ses valeurs et la valeur de l'entreprise, quelle que soit d'ailleurs la valeur de l'entreprise. À ce titre-là, la valeur sens du client ou service au client ou satisfaction client peut être traduite de manière très différente en fonction des personnes. Ce n'est pas parce qu'on a mis un mot que les comportements vont être les mêmes. Et pour cela, j'aimerais vous raconter une petite vidéo du Dernier Samouraï. Certains connaissent ce très beau film qui est très orienté sur les valeurs, qui est incarné par l'acteur Tom Cruise, qui incarne un lieutenant américain désabusé par la guerre contre les Indiens et qui a appelé au Japon pour moderniser et accompagner et former l'armée japonaise à combattre les samouraïs. Donc il va s'engager dans un combat avec l'armée japonaise pas encore préparée contre les samouraïs, il est fait prisonnier, et à ce moment-là, il parle un peu des valeurs des samouraïs. Écoutons ce qu'il dit. C'est un curieux peuple. Dès leur réveil, ils se consacrent entièrement à la perfection de ce qu'ils réalisent. Je n'ai jamais vu une telle discipline. Je suis surpris d'apprendre que le mot samouraï veut dire servir, et que Katsumoto croit sa rébellion au service de l'empereur. Et on voit une culture là, une culture des samouraïs, qui est très particulière. En fait, là, pourquoi je montre aussi la culture japonaise des samouraïs? Parce que le lean vient du Japon. Et énormément d'entreprises ont essayé de lancer le lean en copiant le Japon. Mais ils n'ont pas la même culture. Donc ça ne marche pas. Même au Japon, seulement 20% des entreprises qui déploient le lean y arrivent, à la manière de Toyota. Donc si on oublie quelles sont nos valeurs d'entreprise, et si on ne relie pas nos valeurs individuelles à celles de l'entreprise, ça ne prend pas. Donc voici un deuxième partage que je vous propose. En fait, il y a deux manières de relier mes valeurs à celles de l'entreprise. C'est que je me connecte à mon pourquoi, ce qui est important pour moi, ce qui me touche. C'est là où je passe le plus mon temps, mes pensées, mon argent, mon énergie, mon argent personnel. Et je regarde en quoi, quand je nourris le sens du client, je peux nourrir mes propres pourquoi, mes propres valeurs. Par exemple, même si j'adore la technique, quand je rends service au client, en quoi est-ce que ça peut me permettre de travailler aussi la technique avec mes équipes à ce moment-là, même si au début ça me paraît opposé. Et soit je trouve un pourquoi qui me motive, soit je trouve un pourquoi qui me fait souffrir. Parce que nos valeurs, elles réagissent de manière très basique dans notre système nerveux par plaisir-souffrance. Donc si on se désengage, c'est qu'on n'est pas relié à nos valeurs. Donc là, je vais proposer un deuxième partage qui va être plus court, 3 minutes, où, tiens, au fait, le sens client, pour moi, c'est quoi? Et comment est-ce que je pourrais le renforcer et de discuter avec un autre binôme. Donc si vous êtes tourné du côté gauche, vous passez du côté droite. S'il n'y a personne à votre droite, eh ben vous regardez derrière ou devant. 3 minutes, merci. Alors comment c'était ce deuxième partage? Donc il y a une certaine vérité derrière ça qui est assez difficile à saisir. Mais en effet, et c'est bien que les valeurs de Tessie aient été définies avec certains employés, certains collaborateurs. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut faire au quotidien pour relier ça dans nos activités? Comment est-ce qu'on peut mettre, comme la vidéo de Simon Sinek, que je n'ai pas présentée, mais le pourquoi, comment, quoi, comment est-ce qu'on peut mettre du pourquoi, du sens dans nos activités quotidiennes? C'est une vraie action. Et j'aimerais terminer par ce dernier partage. C'est une autre vidéo que je ne vais pas montrer, qui dure 4 minutes, mais qui est vraiment très instructive. Vous la trouvez facilement sur Internet. C'est une psychologue américaine qui a étudié c'est quoi le critère numéro 1 de réussite des gens. C'est pas le talent, c'est pas l'intelligence intellectuelle, voire même l'intelligence émotionnelle, c'est la ténacité. C'est-à-dire que quels que soient les problèmes, j'ai un cap, je le garde dans la durée. C'est pas que je suis excité aujourd'hui, je suis en séminaire, ça se passe bien et ça va. Non, j'ai de l'endurance. Donc on est en séminaire.
On vient de partager 2 sujets. Il y a eu plein de présentations qui ont été faites sur où veut aller Tessie. Moi, j'ai une question pour chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce que je veux garder? Pour éviter de retomber comme on voit souvent dans des séminaires, ah, c'était super, et puis après, il y a les 50 mails ou les 500 mails qui n'ont pas été traités pendant les urgences que je reprends. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pendant 1, 3 ou 5 minutes par jour pour me relier un peu plus au pourquoi, au sens du client, dans mes activités quotidiennes? Et si vous mettez quelque chose de digeste, qui vous prend quelques minutes par jour, par exemple, aller voir les vidéos, par exemple, refaire ce type de partage, là, chacun d'entre nous, si on a envie d'aller plus loin dedans, c'est une petite action. Et là, je peux vous garantir que ça va s'améliorer. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Le partage que je voulais faire. Au plaisir.